Bonsoir à tous, bienvenue sur C8. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de Voyage au bout de la nuit. Nous avons commencé la lecture de L'île mystérieuse de Jules Verne, un roman qui est paru en 1875. Un roman plein d'aventures et plein d'actions où on suit 5 personnages, 5 naufragés qui découvrent cette île déserte. Et alors, si vous étiez avec nous durant la lecture précédente, on venait de faire la présentation, on est en train de faire la présentation d'un des personnages qui s'appelle Nabucodonosor. Et moi, comme une idiote, j'étais là, Nabucodonosor. Donc oui, heureusement que mes potes à la régie sont là pour me dire que je fais des bourdes de temps en temps. Et j'étais en train de m'entraîner en disant ça. Donc évidemment, j'espère que ça vous a fait rire au moins, derrière votre télévision. C'est Nabucodonosor, évidemment, dont on parle, qui est l'un des personnages, l'un de nos héros de cette île mystérieuse de Jules Verne. Bon, moi, je suis hyper contente de redécouvrir ce roman. Je me souviens quand j'avais découvert ce livre quand j'étais plus jeune. Ça m'avait vraiment, ça avait éveillé mon imagination. Je suis devenue complètement amoureuse du monde, de l'univers de la science-fiction. Donc j'espère que vous êtes heureux de redécouvrir ce livre avec nous, ou peut-être de le découvrir tout simplement pour la première fois. Et si c'est le cas, nous en sommes ravis. Si vous souhaitez participer à l'émission à votre façon, n'hésitez pas en utilisant le hashtag VBN sur les réseaux sociaux. C'est possible. Vous pouvez peut-être nous raconter vos souvenirs d'enfance quand vous découvriez avec vos parents, peut-être, qui vous faisaient la lecture à cette époque de l'île mystérieuse de Jules Verne. Bon, on se replonge tout de suite dans l'aventure. On va découvrir donc notre personnage. On a été présenté à Cyrus Smith, qui va être le leader du groupe, puis Gédéon Spilett, qui est le journaliste reporter. Et là, on découvre le personnage de Nabucodonosor, qu'on appelle en général Nab. C'est plus facile parce que sinon, les gourdes comme moi, ils l'appellent Nabucodonosor. Ça passe pas du tout. Allez, ok, j'espère que vous êtes bien installés. Bonne lecture, c'est parti. Quand Nab apprit que son maître avait été fait prisonnier, il quitta le Massachusetts sans hésiter, arriva devant Richmond et, à force de ruse et d'adresse, après avoir risqué 20 fois sa vie, il parvint à pénétrer dans la ville assiégée. Ce que furent le plaisir de Cyrus Smith en revoyant son serviteur et la joie de Nab à retrouver son maître. Cela ne peut s'exprimer. Mais si Nab avait pu pénétrer dans Richmond, il était bien autrement difficile d'en sortir, car on surveillait de très près les prisonniers fédéraux. Il fallait une occasion extraordinaire pour pouvoir tenter une évasion, avec quelques chances de succès. Et cette occasion, non seulement ne se présentait pas, mais il était malaisé de la faire naître. Cependant, Grant continuait ses énergiques opérations. La victoire de Petersburg lui avait été très chèrement disputée. Ses forces, réunies à celles de Butler, n'obtenaient encore aucun résultat devant Richmond. Et rien ne faisait présager que la délivrance des prisonniers dut être prochaine. Le reporter, auquel sa captivité fastidieuse ne fournissait plus un détail intéressant à noter, ne pouvait plus y tenir. Il n'avait qu'une idée, sortir de Richmond, et à tout prix. Plusieurs fois même, il tenta l'aventure et fut arrêté par des obstacles infranchissables. Cependant, le siège continuait, et si les prisonniers avaient hâte de s'échapper pour rejoindre l'armée de Grant, certains assiégés avaient moins hâte de s'enfuir afin de rejoindre l'armée séparatiste, et parmi eux, un certain Jonathan Forster, sudiste enragé. C'est qu'en effet, si les prisonniers fédéraux ne pouvaient quitter la ville, les fédérés ne le pouvaient pas non plus. Car l'armée du Nord les investissait. Le gouverneur de Richmond, depuis longtemps déjà, ne pouvait plus communiquer avec le général Lee. Et il était du plus haut intérêt de faire connaître la situation de la ville afin de hâter la marche de l'armée de secours. Ce Jonathan Forster eut alors l'idée de s'enlever en ballon afin de traverser les lignes assiégeantes et d'arriver ainsi au camp des séparatistes. Le gouverneur autorisa la tentative. Un aérostat fut fabriqué et mis à la disposition de Jonathan Forster, que 5 de ses compagnons devraient suivre dans les airs. Ils étaient munis d'armes,
pour le cas où ils auraient à se défendre en atterrissant, et de vivres pour le cas où leur voyage aérien se prolongerait. Le départ du ballon avait été fixé au 18 mars. Il devait s'effectuer pendant la nuit et avec un vent de nord-ouest de moyenne force, les aéronautes comptaient en quelques heures arriver au quartier général de Lee. Mais ce vent du nord-ouest ne fut point une simple brise. Dès le 18, on put voir qu'il tournait à l'ouragan. Bientôt, la tempête devint telle que le départ de Forster dut être différé, car il était impossible de risquer l'aérostat et ce qu'ils emporteraient au milieu des éléments déchaînés. Le ballon gonflé sur la grande place de Richmond était donc là, prêt à partir à la première accalmie du vent. Et dans la ville, l'impatience était grande à voir que l'état de l'atmosphère ne se modifiait pas. Le 18, le 19 mars, se passèrent sans qu'aucun changement se produisît dans la tourmente. On éprouvait même de grandes difficultés pour préserver le ballon, attaché au sol, que les rafales couchaient jusqu'à terre. La nuit du 19 au 20 s'écoula, mais au matin, l'ouragan se développait encore avec plus d'impétuosité. Le départ était impossible. Ce jour-là, l'ingénieur Cyrus Smith fut accosté dans une des rues de Richmond par un homme qu'il ne connaissait point. C'était un marin nommé Pencroff, âgé de 35 à 40 ans, vigoureusement bâti, très hâlé, les yeux vifs et clignotants, mais avec une bonne figure. Ce Pencroff était un Américain du Nord qui avait couru toutes les mers du globe et auquel, en fait d'aventure, tout ce qui put survenir d'extraordinaire à un être à 2 pieds, sans plumes, était arrivé. Inutile de dire que c'était une nature entreprenante, prête à tout oser, et qui ne pouvait s'étonner de rien. Pencroff, au commencement de cette année, s'était rendu pour affaire à Richmond avec un jeune garçon de 15 ans, Harbert Brown, du New Jersey, fils de son capitaine, un orphelin qu'il aimait comme si c'était son propre enfant. N'ayant pu quitter la ville avant les premières opérations du siège, il s'y trouva donc bloqué, à son grand déplaisir, et il n'eut plus aussi que lui qu'une idée, s'enfuir par tous les moyens possibles. Il connaissait de réputation l'ingénieur Cyrus Smith. Il savait avec quelle impatience cet homme déterminé rongeait son frein. Ce jour-là, il n'hésita donc pas à l'aborder en lui disant, sans plus de préparation, « Monsieur Smith, en avez-vous assez de Richmond ?» L'ingénieur regarda fixement l'homme qui lui parlait ainsi et qui ajouta à voix basse, « Monsieur Smith, voulez-vous fuir ?» « Quand cela ?» répondit vivement l'ingénieur. On peut affirmer que cette réponse lui échappa, car il n'avait pas encore examiné l'inconnu qui lui adressait la parole. Mais après avoir d'un œil pénétrant observé la loyale figure du marin, il ne put douter qu'il n'eût devant lui un honnête homme. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix brève. Pencroff se fit connaître. « Bien, » répondit Cyrus Smith, « et par quels moyens me proposez-vous de fuir ?»« Par ce fainéant de ballon qu'on laisse là, rien faire, et qui me fait l'effet de nous attendre tout exprès. » Le marin n'avait pas eu assez d'achever sa phrase, l'ingénieur avait compris d'un mot. Il saisit Pencroff par le bras et l'entraîna chez lui. Là, le marin développa son projet, très simple en vérité. On ne risquait que sa vie à l'exécuter. L'ouragan était dans toute sa violence, il est vrai. Mais un ingénieur adroit et audacieux tel que Cyrus Smith saurait bien conduire un aérostat. S'il eût connu la manœuvre, lui, Pencroff, il n'aurait pas hésité à partir, avec Harbert, s'entend. Il en avait vu bien d'autres, et n'en était plus à compter avec une tempête. Cyrus Smith avait écouté le marin se maudire. Mais son regard brillait. L'occasion était là. Il n'était pas homme à la laisser échapper. Le projet n'était que très dangereux. Donc, il était exécutable. La nuit, malgré la surveillance, on pouvait aborder le ballon, se glisser dans la nacelle,
puis couper les liens qui le retenaient. Certes, on risquait d'être tué, mais par contre, on pouvait réussir, et sans cette tempête. Mais sans cette tempête, le ballon fut déjà parti, et l'occasion, tant cherchée, ne se présenterait pas en ce moment. « Je ne suis pas seul », dit en terminant Cyrus Smith. « Combien de personnes voulez-vous donc emmener ?» demanda le marin. « 2, mon ami Spilett et mon serviteur Nab. »« Cela fait donc 3, répondit Pencroff. « Et avec Harbert et moi, 5. Or, le ballon devait enlever 6. Devait enlever 6. Cela suffit. Nous partirons, dit Cyrus Smith. Ce nous engageait le reporter. Mais le reporter n'était pas homme à reculer. Et quand le projet lui fut communiqué, il l'approuva sans réserve. Ce dont il s'était étonné, c'était qu'une idée aussi simple ne lui fût pas déjà venue. Quant à Nab, il suivait son maître partout où son maître voulait aller. « À ce soir alors, dit Pencroff. Nous flânerons tous les 5, par là, en curieux. »« À ce soir, 10 heures, répondit Cyrus Smith. Et fasse le ciel que cette tempête ne s'apaise pas avant notre départ. » Pencroff prit congé de l'ingénieur et retourna à son logis où était resté le jeune Harbert Brown. Ce courageux enfant connaissait le plan du marin. Et ce n'était pas sans une certaine anxiété qu'il attendait le résultat de la démarche faite auprès de l'ingénieur. On le voit, c'étaient 5 hommes déterminés qui allaient ainsi se lancer dans une tourmente, en plein ouragan. Non, l'ouragan ne se calma pas. Et ni Jonathan Forster, ni ses compagnons ne pouvaient songer à l'affronter dans cette frêle nacelle. La journée fut terrible. L'ingénieur ne craignait qu'une chose. C'était que l'aérostat, retenu au sol et couché sous le vent, ne se déchirât en 1000 pièces. Pendant plusieurs heures, il rôda sur la place presque déserte. Surveillant l'appareil, Pencroff en faisait autant de son côté, les mains dans les poches et bâillant au besoin, comme un homme qui ne sait à quoi tuer le temps. Mais redoutant aussi que le ballon ne vînt à se déchirer, ou même à rompre ses liens et à s'enfuir dans les airs. Le soir arriva. La nuit se fit très sombre. D'épaisses brumes passaient comme des nuages au ras du sol. Une pluie mêlée de neige tombait. Le temps était froid. Une sorte de brouillard pesait sur Richmond. Il semblait que la violente tempête eût fait comme une trêve entre les assiégeants et les assiégés. Et que le canon eût voulu se taire devant les formidables détonations de l'ouragan. Les rues de la ville étaient désertes. Il n'avait pas même paru nécessaire, par cet horrible temps, de garder la place au milieu de laquelle se débattait l'aérostat. Tout favorisait le départ des prisonniers, évidemment. Mais ce voyage, au milieu des rafales déchaînées. Vilaine marée, se disait Pencroff, en fixant d'un coup de poing son chapeau que le vent disputait à sa tête. Mais bah, on en viendra à bout tout de même. À 9h30, Cyrus Smith et ses compagnons se glissaient par divers côtés sur la place, que les lanternes de gaz, éteintes par le vent, laissaient dans une obscurité profonde. On ne voyait même pas l'énorme aérostat, presque entièrement rabattu sur le sol. Indépendamment des sacs de lest qui maintenaient les cordes du filet, la nacelle était retenue par un fort câble passé dans un anneau scellé par le pavé, et dont le trouble remontait à bord. Les 5 prisonniers se rencontrèrent près de la nacelle. Ils n'avaient point été aperçus, et telle était l'obscurité qu'ils ne pouvaient se voir eux-mêmes. Sans prononcer une parole, Cyrus Smith, Gédéon Spilett, Nab et Harbert prirent place dans la nacelle, pendant que Pencroff, sur l'ordre de l'ingénieur, détachait successivement les paquets de lest. Ce fut l'affaire de quelques instants et le marin rejoignit ses compagnons. L'aérostat n'était alors retenu que par le double câble et Cyrus Smith n'avait plus qu'à donner l'ordre du départ. En ce moment,
un chien escalada d'un bond la nacelle. C'était Top, le chien de l'ingénieur, qui, ayant brisé sa chaîne, avait suivi son maître. Cyrus Smith, craignant un excès de poids, voulait renvoyer le pauvre animal. « Bah, un de plus !» dit Pencroff en délestant la nacelle de 2 sacs de sable. Puis, il largua le double câble et le ballon, partant par une direction oblique, disparut, après avoir heurté sa nacelle contre 2 cheminées qui l'abattit dans la furie de son départ. L'ouragan se déchaînait alors avec une épouvantable violence. L'ingénieur, pendant la nuit, ne put songer à descendre, et quand le jour vint, toute vue de la terre lui était interceptée par les brumes. Ce fut 5 jours après seulement qu'une éclaircie laissa voir l'immense mer au-dessus de cet aérostat que le vent entraînait avec une vitesse effroyable. On sait comment, de ces 5 hommes, partis le 20 mars, 4 étaient jetés, le 24 mars, sur une côte déserte, à plus de 6000 miles de leur pays. Et celui qui manquait, celui au secours duquel les 4 survivants du ballon couraient tout d'abord, c'était leur chef naturel. C'était l'ingénieur Cyrus Smith. Chapitre 3. 5 heures du soir, celui qui manque, le désespoir de Nab, recherche au nord, l'îlot, une triste nuit d'angoisse, le brouillard du matin. Nab à la nage, vue de la terre, passage à guet du canal. L'ingénieur, à travers les mailles du filet qui avait cédé, avait été enlevé par un coup de mer. Son chien avait également disparu. Le fidèle animal s'était volontairement précipité au secours de son maître. « En avant !» s'écria le reporter. Et tous 4, Gédéon Spilett, Harbert, Pencroff et Nab, oubliant épuisement et fatigue, commencèrent leurs recherches. Le pauvre Nab pleurait de rage et de désespoir à la fois, à la pensée d'avoir perdu tout ce qu'il aimait au monde. Il ne s'était pas écoulé 2 minutes entre le moment où Cyrus Smith avait disparu et l'instant où ses compagnons avaient pris terre. Ceux-ci pouvaient donc espérer d'arriver à temps pour le sauver. « Cherchons !» crions Nab. « Cherchons !»« Oui, Nab, » répondit Gédéon Spilett, « et nous le retrouverons. »« Vivant ? Vivant. »« Sait-il nager ? » demanda Pencroff. « Oui, » répondit Nab. « Et d'ailleurs, Top est là. » Le marin, entendant la mer rugir, secoua la tête. C'était dans le nord de la côte, et environ à un demi-mile de l'endroit où les naufragés venaient d'atterrir, et que l'ingénieur avait disparu. S'il avait pu atteindre le point le plus rapproché du littoral, c'était donc à un demi-mile au plus que devait être situé ce point. Il était peut-être près de 6 heures alors. La brume venait de se lever et rendait la nuit très obscure. Les naufragés marchaient en suivant vers le nord de la côte est de cette terre sur laquelle le hasard les avait jetés. Terre inconnue, dont ils ne pouvaient même pas soupçonner la situation géographique. Ils foulaient du poids un sol sablonneux, mêlé de pierres qui paraissaient dépourvues de toute espèce de végétation. Ce sol, fort inégal, très raboteux, semblait en de certains endroits criblé de petites fondrières qui rendaient la marche très pénible. De ces trous s'échappaient à chaque instant de gros oiseaux au vol lourd, fuyant en toutes directions, que l'obscurité empêchait de voir. D'autres, plus agiles, se levaient par bandes et passaient comme des nuées. Le marin croyait reconnaître des goélands et des mouettes, dont les sifflements aigus luttaient avec les rugissements de la mer. De temps en temps, les naufragés s'arrêtaient, appelaient à grands cris, écoutaient si quelques appels ne se feraient pas entendre du côté de l'océan. Ils devaient penser en effet que s'ils eussent été à proximité du lieu où l'ingénieur avait pu atterrir, les aboiements du chien Top, au cas où Cyrus Smith avait été hors d'état de donner signe d'existence, seraient arrivés jusqu'à eux. Mais aucun cri ne se détachait sur le grondement des lames et le claquetis du ressac. Alors,
La petite troupe reprenait sa marche en avant et fouillait les moindres... Je vais y arriver. Alors, la petite troupe reprenait sa marche en avant et fouillait les moindres anfractuosités du littoral. Après une course de 20 minutes, les 4 naufragés furent subitement arrêtés par une lisière écumante de lames. Le terrain solide manquait. Ils se trouvaient à l'extrémité d'une pointe aiguë sur laquelle la mer brisait avec fureur. « C'est un promontoire, dit le marin. Il faut revenir sur nos pas en tenant notre droite, et nous gagnerons ainsi la franche terre. »« Mais s'il est là, répondit Nab en montrant l'océan, dont les énormes lames blanchissaient dans l'ombre. Eh bien, appelons-le !» Et tous, unissant leurs voix, lancèrent un appel vigoureux. Mais rien ne répondit. Ils attendirent une accalmie. Ils recommencèrent. Rien encore. Les naufragés revinrent alors, en suivant le revers opposé du promontoire, sur un sol également sablonneux et rocailleux. Toutefois, Pencroff observa que le littoral était plus accore, que le terrain montait, et il supposa qu'il devait rejoindre, par une rampe assez allongée, une autre côte dont le massif se profilait confusément dans l'ombre. Les oiseaux étaient moins nombreux sur cette partie du rivage. La mer aussi s'y montrait moins houleuse, moins bruyante. Et il était même remarquable que l'agitation des lames diminuait sensiblement. On entendait à peine le bruit du ressac. Sans doute, ce côté du promontoire formait une anse semi-circulaire que sa pointe aiguë protégeait contre les ondulations du large. Mais à suivre cette direction, on marchait vers le sud, et c'était aller à l'opposé de cette portion de la côte sur laquelle Cyrus Smith avait pu prendre pied. Après un parcours d'un mile et demi, le littoral ne pressentait encore aucune courbure qui permit de revenir vers le nord. Il fallait pourtant bien que ce promontoire dont on avait tourné la pointe se rattachât à la franche terre. Les naufragés, bien que leurs forces fussent épuisées, marchaient toujours avec courage, espérant trouver à chaque moment quelques angles brusques qui les remît dans la direction première. Quel fut donc leur désappointement quand, après avoir parcouru 2 miles environ, ils se vinrent encore une fois, arrêtés par la mer sur une pointe assez élevée, faite de roches glissantes. « Nous sommes sur un îlot, » dit Pencroff, « et nous l'avons arpenté d'une extrémité à l'autre. » L'observation du marin était juste. Les naufragés avaient été jetés non sur un continent, pas même sur une île, mais sur un îlot, qui ne mesurait pas plus de 2 miles en longueur et dont la largeur était évidemment peu considérable. Cet îlot aride, semé de pierres, sans végétation, refuge désolé de quelques oiseaux de mer, se rattachait-il à un archipel plus important? On ne pouvait l'affirmer. Les passagers du ballon, lorsque de leur nacelle ils entrevirent la terre à travers les brumes, n'avaient pu suffisamment reconnaître son importance. Cependant, Pencroff avait ses yeux de marin habitués à percer l'ombre, croyait bien en ce moment distinguer dans l'ouest des masses confuses qui annonçaient une côte élevée. Mais alors, on ne pouvait par cette obscurité déterminer à quel système simple ou complexe appartenait l'îlot. On ne pouvait non plus en sortir puisque la mer l'entourait. Il fallait donc remettre au lendemain la recherche de l'ingénieur, qui n'avait hélas signalé sa présence par aucun cri. « Le silence de Cyrus ne prouve rien, » dit le reporter. « Il peut être évanoui, blessé, hors d'état de répondre momentanément. Mais ne désespérons pas. » Sur ces belles paroles de Gédéon Spilett, ce message d'espoir pour nos aventuriers, je vous propose d'arrêter notre récit pour le moment de l'île mystérieuse de Jules Verne. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Si vous n'êtes pas encore prêts à aller dormir ou si vous ne devez pas commencer votre journée, à aller au travail,
On va continuer l'île mystérieuse ensemble dans le prochain épisode de Voyage au bout de la nuit. En attendant, si vous devez nous quitter, je vous souhaite une très belle nuit. Salut!